J'ai lancé donc, le projet Asgard. C'est une entreprise qui produit des quads 100% électriques. C'est ça. Donc nous, on est spécialisé dans les quads électriques et l'objectif, c'est de devenir le premier fabricant Européen. Ouais. C'est un long processus. C'est ça. Mon père aussi est un grand amateur de nature et il cherchait un outil qui permette de travailler le bois, donc tracter une tonne, déplacer du matériel, les tronçonneuses, etc., sans faire du bruit et sans faire peur aux peu d'animaux qu'on avait sur notre territoire. Donc c'est dans une logique de respect de l'environnement. Ouais, respect de la vie animale. En fait, c'est plus, nous, ça nous paraissait plus comme une évidence d'harmonie, en fait. Et donc, on cherchait un véhicule, qui soit facile à conduire. Donc, c'est pas une moto, parce que si on n'est pas habitué à faire de la moto, ça peut être un peu compliqué. Et on voulait pouvoir que ce soit un vrai outil, en fait, professionnel. D'où le quad. Et voilà. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée du quad. On s'est dit, on vise les agriculteurs et les exploitants forestiers. Ça, c'est la première arboriculteurs, etc. Et en fait, petit à petit, il y a d'autres marchés qui sont venus à nous. Les polices municipales, et les aéroports, avec des follow me, les petits véhicules les aérodromes. L'idée, c'était vraiment avoir un outil qui soit accessible. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on se place à peu près au milieu des prix des thermiques. Entre les 500 et les 1000 cm3, on est à peu près au milieu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Enquête d'ambition, le podcast qui part à la découverte des ambitieux. Nous sommes aujourd'hui à la Villa Dunois et je remercie chaleureusement Albert Mouni, le propriétaire, pour nous prêter gracieusement ces lieux pour que nous puissions tourner les épisodes d'Enquête d'ambition. On s'est délocalisé, on n'est plus au labo, on y retournera, il y a de fortes chances, mais on a voulu aussi mettre en avant certains lieux atypiques d'Orléans. Et on remercie vraiment Gaël Wargeld d'Opic, qui est notre partenaire dans le développement de ce podcast, de nous avoir permis de pouvoir rencontrer Albert Mouni et la Villa Dunois. Avant de commencer, je voudrais aussi remercier d'autres partenaires qui nous aident au développement de ce podcast. Je voudrais remercier Le Labo, justement. C'est l'incubateur de start-up sur Orléans qui, depuis le début, nous permet de pouvoir jouir de leurs locaux pour que nous puissions réaliser nos interviews. Je remercie également chaleureusement Thomas Moison d'Orléans Capital qui met en avant sur son média les porteurs de projets dans la région centre et qui republie nos interviews. Et puis je remercie Steven Laplanche de Deal Street qui m'accompagne dans ce projet de podcast depuis quelques temps et qui, grâce à lui, vous pouvez me découvrir en vidéo puisqu'avant, il n'y avait qu'une caméra sur nos invités. Bonjour Xavier. Bonjour Alexandre. Ça va bien ? Ça va. Content d'être là ? Très content. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation pour Enquête d'ambition. Xavier, tu es le président d'Asgard Motors. C'est ça. Qui est basé dans le Loiret, en Sologne, Ménestran-en-Villette, je crois. C'est ça. Alors, avant qu'on rentre dans la présentation d'Asgard Motors, j'aimerais que tu présente-nous ton parcours, pro et perso. Voilà, d'où tu viens, comment tu as évolué ? C'est assez simple, c'est un parcours très classique. J'ai grandi à Paris, donc j'ai fait toute ma scolarité en région parisienne. Mais je suis originaire de Sologne, donc de Ménestran-en-Villette. Et donc moi je passais l'essentiel de mes week-ends là-bas. Donc dès qu'on avait une après-midi ou un week-end, on s'échappait à la campagne. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai un peu développé pendant toute mon enfance cette passion pour la nature et ce besoin de m'y retrouver régulièrement. Je suis c'est là-bas que j'ai développé ma passion pour l'observation animale. Donc j'aime beaucoup faire de l'approche ou de l'affût. Donc c'est juste observer, donc on se terre, on se fait oublier par la nature. On se camoufle. Voilà, c'est ça. On essaie de se faire oublier, de se faire discret et de voir un petit peu les animaux qui y passent, notamment au printemps et l'été qui en Sologne sont magnifiques. Il y a tous les petits des animaux qui sont partout. Et puis ensuite, je suis parti, donc je suis franco-espagnol, donc j'ai fait des études, un double diplôme en école de commerce. 2 ans. De ta mère ? C'est ça. Oui, c'est parce ma mère que le nom, il n'est pas très espagnol. Effectivement. Mon père est français d'origine solognote et ma mère est espagnole. De quel côté en Espagne ? Près de Salamanque, un petit village qui s'appelle Ciudad Rodrigo. Donc je suis parti en école de commerce d'abord à Madrid, parce qu'en fait mon école, donc Néo-Marins, envoyait les élèves qui étaient le plus à l'aise en espagnol en Espagne. Donc c'est un petit groupe de 8 à 10 élèves qui partent en Espagne.
étant bilingue espagnol, j'étais dans ce groupe-là, et donc j'ai pu faire mes 2 premières années d'études à Madrid, puis après j'ai fait les 2 dernières à Reims. À l'issue de... Ça change. Oui, c'est pas la même météo. C'est très beau Reims, mais c'est vrai qu'effectivement, au niveau météo, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Puis en termes d'ambiance, quoique on manquait pas d'ambiance, les après-midi étaient longues à Reims, donc on faisait bien la fête aussi, mais donc voilà, j'ai fait mes 4 années d'études, et ensuite je suis reparti à Madrid. Donc je suis un grand amoureux de l'Espagne, je m'y plais beaucoup, et du coup je suis reparti travailler là-bas dans le secteur automobile, qui est ma passion. Je voulais dédier ma carrière professionnelle au secteur automobile, donc j'ai pu commencer à travailler dans le secteur automobile. Ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Donc j'étais dans une entreprise qui s'appelle Autovista, qui est un prestataire de services en fait pour les grands groupes qui gèrent de la donnée. Donc en fait on va vraiment rentrer toutes les données sur un véhicule pour pouvoir le retraiter. Et en fait, en traitant ces données, ça m'a permis de mieux comprendre certains mécanismes du secteur automobile, comment les fabricants automobiles vont pouvoir rentabiliser des accessoires, des options qu'ils vont mettre sur les véhicules en les mettant en fait sur plusieurs véhicules, etc. Donc ça m'a permis de mieux comprendre en fait comment rentabiliser un véhicule, parce que c'est des investissements qui sont très lourds. Et donc voilà, j'ai pas mal appris. Je suis pas resté très longtemps parce que le Covid est arrivé très rapidement après mon arrivée à Madrid. Donc j'ai fait tout le confinement en Espagne, qui était assez strict, parce que pendant 3-4 mois on ne sortait pas de chez nous, donc ça a été assez compliqué. Et puis le secteur automobile étant mis à l'arrêt, et mon père qui du coup dirigeait une entreprise familiale en région parisienne, rencontrait quelques difficultés, donc il m'a demandé si je pouvais venir lui prêter main forte, donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai mis en pause ma carrière dans le secteur automobile pour aller le rejoindre dans l'éclairage professionnel. Et donc voilà, ça fait 4 ans et demi maintenant que je travaille là-bas. Et depuis 1 an et demi, j'ai lancé donc, le projet Asgard. Donc l'entreprise en tant que telle existe depuis 1 an et 4 mois à peu près. Mais le projet, lui, a commencé en réalité il y a 12 ans maintenant. Donc c'est un long processus. C'est ça. En fait, c'est vraiment du fait... Alors on est une petite propriété où on travaille le bois, etc. Et en fait, mon père aussi est un grand amateur de nature. Et il cherchait un outil qui permette de travailler le bois, donc tracter une tonne, déplacer du matériel, les tronçonneuses, etc., sans faire du bruit et sans faire peur aux peu d'animaux qu'on avait sur notre territoire. Et donc c'est dans une logique de respect de l'environnement. Ouais, respect de la vie animale. En fait, c'est plus, nous, ça nous paraissait plus comme une évidence d'harmonie. En fait, on était dans un environnement qui était, silencieux et ça nous paraissait pas logique d'être sur un véhicule thermique qui faisait 110 décibels dans un environnement comme une forêt. Ouais. Et donc on voulait pas casser cette harmonie, et donc on cherchait un véhicule qui soit facile à conduire. Donc c'est pas une moto, parce que si on n'est pas habitué à faire de la moto, ça peut être un peu compliqué. Et on voulait pouvoir que ce soit un vrai outil en fait professionnel. D'où le quad. Et voilà. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée du quad. Alors, il faut savoir que moi, ma première expérience en quad, je me plante. Je m'étais promis de ne plus jamais faire de quad. On est 2. Ah ouais. Mais c'est pas évident le quad. En fait, non, mais c'est vrai. Ouais, c'est pas évident. On sous-estime souvent la difficulté de conduire un quad. On croit que c'est facile. Ouais. Mais moi, je me suis pris les ballots de paille. Hein. Ouais, non, en fait, ça tourne moins bien qu'une moto. En fait, on a un peu la même structure qu'une moto. On a la selle et le guidon. Mais en fait, on oublie que ça a 4 roues et qu'on ne peut pas se pencher et que ça tourne un petit peu moins bien. Et donc, j'ai l'impression qu'on sent moins la vitesse aussi. On monte plus facilement à 30, 40, 50 km/h. Alors qu'en fait, c'est un véhicule qui est quand même relativement lourd et qui se faufile pas aussi bien qu'une moto. Donc il faut un peu de temps d'adaptation. Donc attention aux utilisateurs de quad, il ne faut pas se laisser piéger. Mais du coup, voilà, on se lance là-dessus, on se rend compte qu'en fait, il y a un gros besoin. Donc, pour remettre dans le contexte, 2013, c'est le début de l'arrivée de Tesla en Europe. Hein. C'est vraiment l'électrique, c'est anecdotique, hein, personne n'en parle. Mais je me lance dans cette quête, je me rends compte, étant passionné automobile, mais pas ingénieur, c'est quand même plus compliqué pour moi d'avoir des débouchés sur de la conception automobile. Mais je me rends compte qu'il y a quand même possibilité de s'amuser avec l'électrique parce que le mécanisme est plus simple que le thermique. Il y a beaucoup moins de pièces, il y a beaucoup moins de composants. Et du coup, je me forme sur des tutos YouTube. D'accord. Ouais, vraiment. Et puis, je pose beaucoup de questions à des entreprises qui permettent d'électrifier des vélos pour essayer de comprendre comment la batterie communique avec le moteur, des choses comme ça.
Donc, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, je suis retombé sur les mails que j'envoyais, qui étaient vraiment très naïfs, mais bon, j'avais 17 ans à l'époque, donc voilà. Mais donc voilà, je commence à chercher, etc. Et puis je propose à mon père, après une enquête, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de quad électrique en Europe, je lui dis, bah écoute, ça m'a l'air plutôt simple, si tu veux, tu me donnes un petit cachet, je ne sais plus combien, je crois que c'était 5 000 €, et je te fabrique un quad électrique, et tu seras le seul au monde à en avoir un quad électrique. Et du coup, j'importe un quad thermique de Chine. D'accord. Que je démonte directement, c'est-à-dire qu'il n'a jamais tourné, je ne l'ai jamais allumé. J'ai tout de suite enlevé le moteur, etc. J'ai fait fabriquer une batterie sur mesure à Bordeaux. D'accord. Ça a coûté plus cher que prévu. Et c'était la plus grosse batterie qu'ils avaient jamais fabriquée. Parce que, ils fabriquaient en fait, c'était un petit fabricant de batteries pour vélo et scooter. Ah oui, mais là, c'était le défi de sa vie, quoi, ce que tu lui as demandé. Et là, moi, je leur ai demandé une batterie énorme de 12 kWh. Enfin, c'était un truc... ils m'ont fait un bébé de 90 kg. Enfin, c'était assez compliqué. Ouais. Et puis, j'ai acheté un moteur électrique en Angleterre. D'accord. Avec le contrôleur, etc. Et puis, j'ai mis... ça coïncidait avec mon départ en Espagne. Donc, en fait, quand j'avais des vacances, je revenais en France. Oui, et c'est là je travaillais que tu dessus, ouais. Voilà. Et du coup, on m'a quand même aidé, heureusement, parce que sinon, j'aurais pas réussi à le remonter entièrement, parce que j'ai franchement sous-estimé l'intégration des éléments sur un châssis qui, en fait, n'est pas du tout adapté. C'est pas adapté, oui. C'est pas du tout les mêmes tailles. Le moteur thermique est beaucoup plus gros qu'un moteur électrique. La batterie est beaucoup plus grosse que le réservoir thermique. Donc, en fait, la répartition des masses, etc., il fallait faire du travail. Tout est à repenser. Ah oui. Et en fait, il fallait retravailler le châssis, couper, souder, etc. Donc, c'est un vrai travail. Donc, je suis allé demander de l'aide tu t'es amusé, à un ancien mécano. Mais c'était très sympa, ouais. Ça a duré un an et demi quasiment. On a fini par le monter et le quad a tourné pendant 10 ans. On l'a bien utilisé. Ouais, non, c'était un tank, il n'avait pas d'assistance à la direction. Donc, oui, mais primitif. Mais ça marchait plutôt bien. On montait à 50, 60 km/h, ça tractait. Franchement, ça a dépassé pour un truc qui a été fait avec des tutos YouTube. Je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti. On a eu un retour sur investissement, quoi. Et en fait, en tournant avec ce véhicule-là, mes voisins me disaient, mais en fait c'est génial, parce que nous on a régulièrement des véhicules thermiques qui passent sur les chemins communaux, qui cassent un petit peu les oreilles le week-end. Et ils disaient, c'est génial, parce qu'en fait ça fait pas de bruit, tout simplement. Et du coup c'est quand même nettement plus sympa au quotidien, surtout si on va y passer 3, 4, 5 heures dessus. Pour les professionnels, c'est quand même non négligeable, la nuisance sonore. Et du coup, comme je fais des études de commerce, on me demande souvent des cas d'école. Normalement, on prend des cas un peu imaginaires, on va prendre une entreprise imaginaire, un faux projet, des choses comme ça. Moi, j'utilise mon projet. Et du coup, je bosse avec des professeurs en entrepreneuriat, des choses comme ça. Et je fais avancer le projet. Alors, je dis à personne que c'est un vrai projet que j'ai dans ma tête, parce que je ne l'assume pas du tout à l'époque. Parce que j'ai toujours cette crainte que, et d'ailleurs, on me l'a beaucoup dit, mais que ce soit un peu vu comme le caprice du gosse de 17 ans, qui fait joujou, voilà. Et du coup, j'essaie d'être très discret au début, mais ça avance. Et puis en 2017, il y a une étape importante, c'est en fait, je cherche un atelier pour industrialiser le quad. Et je me rends compte qu'il n'y a pas de fabricant en Europe. Et c'est là que je me dis, pour la première fois, qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a une voie qui s'ouvre. Ouais, parce qu'en fait, le marché européen est le premier marché de quad au monde. Et il n'y a pas de fabricant en Europe. C'est que du thermique. Et alors, on est avant le Covid, on est avant guerre russo-ukrainienne, donc avant tous les sujets de souveraineté, etc. Mais je me dis, c'est quand même assez surprenant qu'il n'y ait pas un gros industriel européen qui puisse répondre aux demandes du marché, en sachant que ça se répartit essentiellement entre l'Amérique du Nord et l'Asie. Et je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, je commence à chercher un atelier quand même pour m'industrialiser, parce que j'ai pas 10 millions pour monter une usine. Et donc, je dois me débrouiller avec ce que j'ai. Et je finis par trouver un petit atelier en Chine, qui a suffisamment de volume pour imaginer une industrialisation, mais qui est suffisamment petit pour imaginer, contextualisons, ils font confiance à un gamin de 19 ans en France, à l'autre bout de la planète, pour se lancer dans un projet sur plusieurs années de développement, et j'ai pas avancé 1 euro. Donc on travaillait main dans la main, c'est-à-dire que moi je leur disais, en fait si on fait un produit adapté aux besoins européens, vous allez pouvoir entrer sur le marché tout du moins français. Et puis moi, ça me permettait de tester mon truc et de voir si c'était viable. Donc on a bossé pendant 6 à 7 ans, on a fait 4 protos différents. Et depuis le début d'année, on a le premier quad équivalent 700 cm3 homologué d'Europe. On a le premier vrai outil professionnel homologué route.
Donc on a cette fierté-là. Et puis après, la deuxième étape de ce projet, c'est s'industrialiser en France. Donc devenir le premier fabricant de quad européen, et qui plus est en France, en Sologne, avec que des composants européens. Donc là, on est en train de se prêter à ce petit jeu-là. C'est pas évident, on va pas se mentir, les prix sont pas les mêmes, on n'aura pas du tout le même prix, parce que c'est pareil, on me demande souvent pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là de du coup aller fabriquer en Chine. Encore une fois, il faut contextualiser, en 2017-2018, il n'y a pas du tout cette notion de c'est pas bien de fabriquer en Chine, au contraire, hein. Enfin, c'est presque mal vu de fabriquer en Europe dans le sens où vous êtes cher. C'est pas du tout le même paradigme que maintenant. Non, les mentalités ont beaucoup changé et très vite. Et puis il y a un autre point, c'est encore une fois, nous on voulait proposer, moi j'ai beaucoup de familles qui travaillent dans le monde agricole ou forestier, et je voulais proposer un outil qui était accessible. Moi ça m'intéressait pas d'arriver avec un quad à 30 000 balles en disant il est électrique donc vous allez payer 3 fois plus cher qu'un thermique. Et je vais en vendre. Non, il fallait que ça reste compétitif. Voilà, l'idée c'était vraiment avoir un outil qui soit accessible, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se place à peu près au milieu des prix des thermiques, entre les 500 et les 1000 cm3, on est à peu près au milieu. Donc pour rappeler, parce que c'est vrai que là tu es parti dans toute la genèse, mais Asgard Motors, c'est une entreprise qui produit des quads 100% électriques. C'est ça. Donc nous on est spécialisé dans les quads électriques, et l'objectif c'est de devenir le premier fabricant européen. Ouais. Parce qu'effectivement, ça c'est là que tu as découvert qu'il n'y avait rien en Europe. C'est ça. Amérique du Nord, Asie, mais ici, mais c'était un petit peu la politique, de toute façon, il n'y avait pas que pour ça. Hein. L'Europe, pendant très longtemps, ça n'a pas changé. Enfin, c'est en train de changer un petit peu. Les mentalités se modifient. Le Covid, comme tu dis, y a joué, la guerre y joue, mais on était vraiment dans cette idée d'aller se fournir dans d'autres continents. C'est ça. Et puis ça posait problème à personne. De se fournir. D'ailleurs, moi je trouve ça un peu ironique, mais on me dit souvent vos quads ils sont fabriqués en Chine. Alors encore une fois, c'est une étape transitoire. C'est ce qui va nous permettre. Moi, si on me donne 10 millions, demain je peux faire un quad fabriqué en France. Hein. Mais c'est juste que je l'ai pas permis, toi, du coup. Il faut apporter l'eau au moulin, enclencher la machine. Et puis, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Nous, ça nous permet d'apprendre le métier. Ouais. On est accompagné. On a fait une homologation européenne, réception européenne T3B. C'est un dossier de 180 pages. Tout seul, on aurait mis des années à le faire. Enfin, c'est hyper compliqué. Mais alors justement, tu la découvres comment, cette entreprise chinoise En cherchant, en fait. En cherchant sur Internet, des petits ateliers. En fait, j'essaie de trouver les fabricants, les ateliers des grandes marques. Parce que tout le monde fabrique en Chine. Enfin, on va pas se mentir. Bien sûr, surtout à cette époque-là. De la même façon que vous pouvez trouver l'usine qui fabrique les iPhones. Tout le monde dit je suis anti-fabriqué en Chine, et ils ont un iPhone dans la main qui est fabriqué en Chine. Donc, il y a plusieurs paradigmes, mais c'est vrai que, moi je me mets en quête d'un atelier qui se lance dans une aventure comme ça sans que je leur donne un chèque énorme. Et pour développer. Tu leur envoies un mail, qu'est-ce qui se passe? Comment tu les contactes? Par mail, Et du coup, ils te répondent au bout de combien de temps? Non, assez rapidement en fait. Je voyais qu'ils avaient déjà un petit quad électrique. Ouais. Donc, je me disais ils avaient déjà une base, et ils faisaient beaucoup de quads des 1000 cm3, des 800 cm3 thermiques. Donc, je me disais en fait on peut peut-être faire. Alors l'expérience n'était pas hyper concluante pour mon quad, mais ça marchait quand même. Et je me disais ils peuvent peut-être faire un truc un peu similaire, c'est-à-dire ils prennent un quad thermique et on essaye de l'électrifier. Et d'ailleurs, le premier proto qu'on fait, c'est ça. Alors, comment vous vous êtes mis d'accord? Ce que tu dis, j'ai pas mis une bille dedans. Comment ça s'est passé? Parce que du coup, le retour sur investissement pour eux, parce que c'est eux qu'on fait le chèque, en gros, pour reproduire ce quad. Ouais. Comment ça s'est... Parce que, dans toute entreprise, on veut quand même un retour sur investissement, et toi, il faut que tu t'y retrouves aussi. Comment ça s'est passé, votre accord? Honnêtement, je pense que j'ai été plutôt bon commercial à ce niveau-là. Parce qu'en fait, moi, je leur ai rien promis. Donc ils se sont lancés dans le truc parce que je leur disais écoutez, moi je pense qu'il y a quelque chose à faire. J'ai un peu d'expérience, j'ai fait mon premier quad électrique. Donc j'ai un retour sur expérience, j'ai quelques connaissances et je pense savoir la direction qu'il faut donner au développement du quad pour arriver au bon produit. Donc c'était un partenariat entre eux et toi? Ouais, mais sans contrat. Encore une fois, moi j'avais même pas de structure, j'étais tout seul. Parce que t'as 17 ans et vous avez fait des clauses de contrat? Ouais, j'avais au moment où je fais ça, je crois que j'ai 19-20 ans, mais c'est juste un échange en disant écoutez, moi je vous oriente et vous me fournissez. Et ils ont dit oui tout de suite. Mais ouais, parce que encore une fois, le marché européen c'est le premier marché mondial. Bien sûr. Et ils se disaient qu'on allait leur ouvrir une porte, ce qui n'est pas complètement faux, parce que alors
Oui et non, parce que du coup, les mentalités ont beaucoup changé depuis. Donc, il va peut-être y avoir des changements, mais c'est vrai que, in fine, on va commercialiser leurs produits sur le marché européen. Donc, ils vont quand même avoir un retour sur investissement, et puis c'est plutôt bien parti. Après, nous, on fait quand même pas mal de modifications. En réalité, on change quand même pas mal de choses en France. Parce que quand ils le construisent, eux, après, ils te le renvoient. Voilà, nous, on l'assemble. Donc, pièces détachées qui sont construites chez eux, c'est renvoyé. Vous faites l'assemblage. On fait l'assemblage et on modifie des choses. Parce qu'il y a des choses qui, en fait, ils n'ont pas que nous comme clients dans le monde. Et du coup, ils doivent répondre à peu près au cahier des charges de tout le monde. Ils essaient de trouver un compromis. Nous, notre véhicule, déjà, de base, a quelques spécificités qui sont que pour nous. Donc déjà, on a un véhicule un peu spécial qui sort de l'usine. Mais en plus, nous, une fois que ça arrive chez nous, on change encore des choses. Donc en fait, notre véhicule, en réalité, on ne peut pas le trouver ailleurs. D'accord. Mais donc voilà, enfin, nous, on leur dit, bah, écoutez, si on a un bon véhicule, on va pouvoir le bosser ensemble, quoi. Et ça part comme ça, tout simplement. Enfin, c'était vraiment hyper... Ouais, c'est assez étrange. Honnêtement, quand on y repense, c'est curieux qu'ils aient accepté. Mais bon, on a avancé comme ça pendant pas mal de temps. Et puis encore une fois, on a fait pas mal de protos, parce que premier proto, il était très mal né, parce qu'on a fait la même chose que ce que j'avais fait. Oui. Donc on prend un châssis, toute la structure d'un thermique, et on essaie de mettre des batteries, on s'arrange comme on peut, on coupe, on soude, etc. Et voilà, le véhicule, il est mal né, ça marche pas très bien, il a le mérite d'exister. Ça nous permet déjà de faire des retours d'expérience, tester dans les conditions les plus dures, donc on le met dans le froid par -10, on le met dans l'eau, donc ça permet déjà d'avoir un retour d'expérience. On se rend compte que la batterie suffit pas du tout, on avait une batterie de 8 kWh je crois. On se rend compte que c'est pas assez pour un professionnel. Pour aller faire de la balade, c'est très bien. Mais pour un parce que professionnel... toi, ce que tu tends, voilà, c'est le monde pro, c'est normal. Oui, hein, voilà. oui, donc, toi, tes clients, tu cherches à quoi? Donc, au niveau des exploitations, mais il n'y a pas que ça. Non, alors en fait, nous, c'est assez large. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que nous, quand on s'est lancé dans le projet, on s'est dit, on vise les agriculteurs et les exploitants forestiers. Ça, c'est la première arboriculteurs, etc. Ouais. Et en fait, petit à petit, il y a d'autres marchés qui sont venus à nous. Les polices municipales, on va avoir les aéroports avec des follow me, enfin les petits véhicules qui dans les aérodromes. On va avoir l'armée. En fait, alors l'armée c'est un peu différent parce que l'armée, donc effectivement ça c'est quelque chose qui moi dès le début, c'est un peu pour ça que je m'étais lancé aussi dans l'aventure. C'est que l'armée, moi j'ai un tropisme pour l'armée l'armée française et en fait depuis le début je m'étais dit j'aimerais bien, in fine, dans ma carrière, travailler avec l'armée et notamment les forces spéciales. En plus, étant proche d'Orléans, on a le CPA-10 à Orléans, donc j'ai un peu grandi avec ça. Leur avion n'arrête pas de nous survoler, donc c'est dur de ne pas penser à eux. Et je me disais, ce serait quand même très chouette de faire l'outil parfait pour eux, quoi. Et en fait, de fil en aiguille, en échangeant, parce que j'ai quand même quelques militaires dans mon armée, et dans ma famille, et du coup... C'est un lapsus ou pas? et du coup, j'ai pu échanger avec eux. Et en fait, c'est eux qui me disaient, mais ton outil, il serait franchement pas mal pour l'armée française, et notamment les forces spéciales, en question de discrétion, de furtivité. Et la première question qu'on m'a posée, c'est, est-ce que tu serais capable de fabriquer en France? Oui. Moi, je leur ai dit, en fait, c'est le but. Et si on m'accompagne, si on m'aide, parce que encore une fois, la recherche et développement, ça coûte cher, les certifications, ça coûte une fortune. Et puis monter une usine, on va pas se mentir, c'est quand même pas évident. Donc s'industrialiser dans un pays qui n'a pas de base d'industrie en quad, c'est quand même complexe. Donc est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on a les compétences en Europe? Oui. Bien évidemment qu'on sait faire en France. Est-ce que c'est vendable? Ça, c'est un autre sujet. On ne sera pas du tout dans les mêmes prix, bien évidemment. Même si on est en train de faire un gros travail pour avoir un véhicule qui soit vraiment accessible. Au niveau autonomie, avant qu'on passe sur le sujet de l'ambition, l'autonomie, du coup, c'est quoi au niveau de ton quad? Alors, le véhicule qu'on commercialise maintenant là, pour le secteur civil, en gros, on donne une plage de 100 à 150 km. Ouais, ce qui est quand même très bien. Quand c'est moi qui le conduis, on est autour des 100. Quand c'est mon père qui le conduit, on est plutôt autour des 150. Mais en gros, moi, je vais avoir une vitesse moyenne autour de 40 km/h, donc je vais avoir une conduite plus sportive. Mon père va plus avoir une conduite autour de 25 km/h. Pour que les gens se fassent une idée, lui, il est vraiment dans l'observation des arbres, parce que, on a une exploitation forestière.
Donc lui, ça l'intéresse de rouler doucement, voir la santé des arbres, voir quelles sont les espèces qui prolifèrent, celles qui ont plus de difficultés. Et moi, c'est plus pour m'amuser. Donc après, dans une journée de travail d'exploitant forestier, donc on tire 1 tonne 5 de bois, on fait beaucoup d'allers-retours. Là, on sera plus autour des, allez, on va dire entre 80 et 100. S'il fait très froid, on sera plutôt autour des 80. Okay. Après, le froid n'a pas un si gros impact que ça, parce que nous, on ne met pas le chauffage, donc on n'a pas ces difficultés-là. Mais ça a un petit impact quand même, on va pas se mentir, mais on n'a pas les froids du Grand Nord. Hein. Oui, non. Nous, on va avoir un peu de -5. Ça reste raisonnable. Voilà, on n'a pas des -20, -30. En tout cas, c'est rare en soleil. Mais donc voilà, on est autour des 100. Pour une journée de travail, on va être autour des 100. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est novateur par rapport au fait que ça ne se produit pas en Europe. C'est respectueux de l'environnement. Oui. Ça se discute. Bah ouais, alors parce qu'on sait très bien les batteries électriques, c'est ça. Donc en fait, nous, on reste prudent sur ces notions. On est en train de faire tout un travail. Alors encore une fois, ça a un coût, donc on y va doucement parce qu'on a encore peu de moyens, mais on est en train de faire toute une démarche pour essayer d'évaluer notre empreinte carbone, l'empreinte carbone de notre véhicule. Après, encore une fois, si le véhicule, même s'il est assemblé en France, il traverse la planète, on se doute. Niveau respect de l'environnement, oui, effectivement. Voilà, il y a un moment donné, ça va polluer. Ouais. Après, est-ce que sur le long terme, ça a un effet bénéfique ? En France, à partir du moment où on se recharge avec de l'énergie soit renouvelable, soit nucléaire, on a de bonnes chances que, in fine, il y ait il faut voir le côté court terme et le côté long terme aussi. Sur court terme, on va dire que pas forcément. Sur long terme, oui. Après, encore une fois, la plupart des quads, même thermiques, sont fabriqués aussi en Asie. Oui. Donc, on va me dire, ouais, mais les batteries, ça pollue. On n'a pas des très grosses batteries, nous. Donc, en fait, l'impact d'une batterie, elle est relativement faible. On n'est pas en train de parler de voitures des 3008 de chez Peugeot, où il y a des très grosses batteries. Nous, c'est quand même beaucoup plus faible. Oui. Donc, l'impact, en fait, on le maîtrise pas encore complètement. Encore une fois, sur le long terme, on est à peu près sûr que oui, mais c'est pas un truc qu'on est en train de brandir partout, parce que, encore une fois, on y va avec prudence. Par contre, le véhicule qu'on fabriquera en France, là, pour le coup, on a beaucoup plus de connaissances sur le sujet, puisque nos batteries sont fabriquées en France. Voilà. On va me dire que on parle beaucoup de terres rares. Il faut savoir que les terres rares, il y en a moins dans une voiture électrique que dans une voiture thermique. Donc on a souvent tendance à confondre terres rares et métaux rares. Oui. Le lithium est un métal rare. En l'occurrence, il n'y en a pas tant que ça non plus. Enfin, c'est essentiellement du cuivre, de l'aluminium. C'est ça les gros métaux utilisés. Mais effectivement, il y en a quand même. Et puis il y en a aussi des terres rares. Il y en a quand même dans les moteurs électriques. Donc on en utilise quand même. Mais on aura un circuit beaucoup plus contrôlé. C'est-à-dire que comme c'est fabriqué en France, le fabricant, il fait attention à ses fournisseurs. Donc il a plus de suivi sur la fabrication, donc il peut mieux choisir ses fournisseurs, qui respectent en général toutes les conditions occidentales. Donc on fait attention où sont les mines, qui les exploitent, comment sont traités les terres rares. Dans l'Allier, où du coup il y a cette histoire avec les mines. Voilà. Exactement. Il y a un suivi, il y a quand même un regard. Donc ton ambition, c'est d'être le premier producteur européen de quad électrique. C'est ça. Donc là, ça nous fait une passerelle pour parler de l'ambition. Toi, du coup, tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Oui. Du côté de ton père. Oui. Donc tu as baigné dedans étant petit. C'est ça. Est-ce que tu as toujours voulu faire ça ? Être entrepreneur ? Non, du tout. Non, du tout. Moi, je voulais être militaire. Ah oui, donc c'est Zola, ce fameux... C'est ça. Ok. Ouais, non, moi, pendant très longtemps, toute mon adolescence, mon objectif principal était être dans l'armée et, si j'y arrivais, faire partie du premier PIMA, donc les forces spéciales terre. Et mon père, en fait, il nous a passé le même deal à moi et à mon frère, c'est ramenez-moi une licence et je vous laisse faire ce que vous voulez. Mais peu importe la licence, éco, droit, vous me ramenez une licence et après vous faites ce que vous voulez, parce que mon frère est chanteur lyrique, donc c'est aussi, c'est un métier un peu moins sûr, on va dire. Oui. Et donc, les parents, voulant le meilleur pour leurs enfants, ils nous ont demandé un diplôme. Donc, j'ai joué le jeu et je suis parti faire une école de commerce. Et en fait, dès la première année de mon école de commerce, j'ai l'aventure donc Asgard qui s'est lancée.
Et en fait, durant mes années d'études, ça s'est développé. Et j'ai commencé à douter de mes capacités de rentrer au premier PMA parce que en fait, plus on les côtoie, plus on se rend compte que c'est quand même des gens hors normes, avec des capacités physiques et surtout mentales très particulières. Et à partir du moment où on doute de si on peut y aller, je pense que c'est mort, ça devient très compliqué. À 18 ans, quand on doute de rien, je pense qu'il y a moyen d'eux. Quand on commence à douter à 22, 23 ans et qu'on commence à se dire j'ai peut-être quelque chose de mieux, de plus confortable ailleurs, ça devient compliqué de supporter ce qu'ils arrivent à supporter. Donc petit à petit, l'aventure Asgard a pris le pas. Et puis il n'y a pas que ça, puisque du coup ton père t'a appelé pour que tu puisses l'aider dans l'entreprise familiale. C'est ça. Tu as double casquette en fait. Voilà, c'est ça. Je travaille pour aussi une autre entreprise qui s'appelle Néon France, qui est une très vieille entreprise, on a 87 ans, que mon arrière-grand-père a fondée et qui est spécialisée dans l'éclairage professionnel. Donc on va accompagner les agenceurs. Donc c'est aussi dans l'industrie. Et tu nous disais en off que ton arrière-grand-père avait, du coup, il produisait des voitures électriques. Ouais, alors en fait il était ingénieur. Voilà, il a travaillé pour De Dion Bouton, qui était le premier fabricant automobile et le numéro 1 mondial jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et que effectivement, dans les années 1900, c'est une stat que peu de gens savent, mais il y avait autant de voitures électriques que de voitures thermiques qui étaient produites. Et il y avait vraiment cette question de est-ce qu'on part sur la motorisation électrique ou thermique. Donc c'est un peu la boucle est bouclée, parce que du coup tu reviens un petit peu aux origines effectivement, de ton arrière-grand-père. C'est ça. Si tu devais me définir l'ambition pour toi, qu'est-ce que c'est que l'ambition ? En fait, c'est une question assez compliquée à répondre. Mais pour moi, c'est le fait de vouloir faire quelque chose qui n'est pas encore fait. Donc c'est vouloir aller repousser un peu les limites, se lancer des défis et essayer de faire avancer les choses dans un sens qui nous paraît louable ou pas, mais vouloir repousser un petit peu la frontière. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, et c'est un peu ce que j'essaie d'appliquer, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas encore fait, comment est-ce que je peux le rendre possible ? Et du coup, faire progresser, peut-être que d'autres entreprises bénéficieront du travail qu'on fait aujourd'hui, et je le souhaite. Mais enfin voilà, essayer d'être pas forcément le premier, parce que je pense qu'il ne faut pas nécessairement être le premier pour avoir de l'ambition, mais essayer de faire avancer un sujet, amener une pierre à l'édifice. Pour moi, c'est vraiment ça. Tu as toujours été ambitieux ? Tu voulais être dans l'armée, donc c'était ton ambition. Oui. Oui, alors en fait le truc c'est que ambition, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses, mais oui, alors effectivement rentrer dans le premier PMA c'est très ambitieux parce que c'est l'élite, donc il faut beaucoup d'ambition pour. C'est un moteur aussi pour toi l'ambition. Bien sûr, c'est encore une fois vouloir essayer de faire une différence, c'est quelque chose de très important et je pense que c'est ce feu qu'on a en nous de vouloir apporter quelque chose et de faire changer. Enfin, encore une fois, pour le premier PMA, c'était vraiment essayer d'être utile à mon pays. Et en fait, après, ça a basculé pendant mes études et je me suis dit comment je peux être utile à ces gens-là. C'est-à-dire apporter quelque chose aux gens qui sont utiles pour le pays. Et donc vraiment de se lancer dans la quête d'apporter quelque chose aux autres. Et donc, du coup, cette ambition, est-ce qu'elle continue à évoluer ? Parce que là, tu as l'ambition pour Asgard, mais est-ce que toi, au niveau personnel, d'autres projets sont au creux de ton esprit et ont très envie d'arriver ? Ouais. J'ai beaucoup de projets en tête, beaucoup. C'est souvent un peu le running gag dans ma famille. J'ai beaucoup de projets, mais oui, typiquement, En fait, ton ambition fourmille d'idées, il faut un petit peu la canaliser, c'est ça que tu veux dire ? C'est ça, et puis après, c'est vraiment, est-ce que ça va apporter quelque chose d'utile ? Trop d'ambition peut tuer l'ambition pour toi ? Il ne faut pas se perdre. Et à un moment donné, effectivement, c'est ce que tu disais, je pense qu'il faut canaliser. C'est qu'est-ce qui est vraiment nécessaire et où est-ce que je suis en train de me perdre ? Et il y a des moments où on ne peut pas être partout, on ne peut pas être au four et au moulin partout, on ne peut pas courir plusieurs lièvres, et il faut se concentrer un petit peu pour mener à bien en fait. Parce que là, t'as ton ambition pour Asgard, mais est-ce que tu as aussi une ambition par rapport à l'entreprise familiale ? Ouais, j'ai pas mal d'idées. Donc t'as vraiment l'idée, c'est pas juste un segment de ta vie.
pour l'entreprise familiale. Non. Il y a vraiment quelque chose d'une construction ambitieuse pour... Ouais. Oui, en fait, alors, assez paradoxalement, c'est deux secteurs qui se réunissent un petit peu. Encore une fois, on est, dans les deux secteurs, on est dans l'industrie. Donc, on parle un peu aux mêmes acteurs. On va parler à des métallurgistes. On va travailler avec la matière. Moi, ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je sais pas, c'est quelque chose que j'aime. Aller travailler la matière, partir d'une barre d'aluminium et en faire un quad, c'est un truc qui me paraît sympa. Et pareil, dans l'éclairage, on prend une boutique qui est vide et on va venir alors, c'est les agenceurs qui fabriquent les meubles, mais nous, on va venir sublimer les meubles. Et en fait, ce que j'aime bien de l'éclairage, c'est que ça fait appel quand même à un instinct hyper préhistorique chez nous, quoi. Enfin, la lumière, ça provoque des choses chez nous, ça provoque même la sécrétion d'hormones. Enfin, aujourd'hui, on arrive à stimuler le cerveau en recréant la lumière du matin, et ça fait autant effet qu'un café. Et en fait, on sait que la caféine, c'est pas hyper bon pour nous. On se rend compte qu'en fait, en jouant avec la lumière, en arrivant à recréer des lumières, on arrive en fait à se restimuler et à pas s'envoyer une dose de caféine. Donc, en fait, on peut faire beaucoup de choses avec la lumière. Et qu'on le veuille ou non, dans le quad, il y a de l'éclairage. Et c'est de l'éclairage assez spécifique, notamment pour les forces spéciales, avec de la lumière infrarouge. Il faut des modules très particuliers avec des connaissances et une maîtrise assez poussée. Et justement, l'entreprise familiale, de par son expérience, on a quand même, encore une fois, 87 ans d'existence, on a accumulé pas mal de savoir-faire. Et je pense qu'on a des cartes à jouer dans ce rôle-là d'éclairage, notamment dans le secteur défense, où je pense qu'il y a aussi des choses à faire, en fabriquer en France, parce qu'on fabrique en France, en région parisienne, on a un atelier. Et donc je pense qu'on pourrait aussi devenir un fabricant de modules d'éclairage français, et ainsi fournir notamment l'armée française ou d'autres secteurs qui ont des exigences particulières sur l'éclairage. Donc on voit bien qu'il y a doubles ambitions qui sont un petit peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il y en a plein d'autres qui vont mais pour l'instant je me concentre sur ça. En tout cas, ça me suffit. Tu es particulièrement un ambitieux. En un mot, si tu devais me définir l'ambition, un mot. Bon. C'est compliqué. Parce que tu me l'as défini en une phrase. Je vais utiliser un mot qui est le nom de notre quad. C'est éclaireur. Éclaireur. Pourquoi ? Pour moi, l'ambition, encore une fois, c'est aller essayer de repousser la frontière. Et le rôle d'un éclaireur, alors c'est pas d'aller repousser une frontière, mais c'est d'aller en avant des autres pour essayer de discerner les menaces ou les dangers ou analyser le terrain, enfin voilà. Et nous, c'est un peu l'éclaireur qui part dans le brouillard de guerre, c'est ça que tu veux dire ? C'est un peu ça. Ouais. Et en fait, je pense que pour avoir ce rôle-là, déjà, il faut du courage parce qu'on part tout seul. Ouais, c'est clair. Et on va chercher le danger pour l'identifier. Donc, il faut un peu de courage. Et en fait, qu'on le veuille ou non, on a eu un petit peu ce rôle-là pour le quad, parce que en fait, en faisant appel à des instances publiques ou des choses comme ça, pour tout ce qui est législatif autour du véhicule, on posait des questions et en fait, on nous disait on ne sait pas trop vous répondre parce que vous êtes le premier. Et donc, on n'a pas eu d'autres cas comme vous, quoi. Ça, oui. Et du coup, on va devoir creuser le sujet et on va devoir avancer avec vous. Et puis, on va avancer un petit peu sur le sujet. Et du coup, on avait un peu cette impression d'être l'éclaireur, parce qu'on avance pour les autres. Parce qu'une fois qu'on aura éclairci le sujet, ça sera plus évident pour les autres, quoi. Et du coup, ouais, c'est pour moi, partir en éclaireur, il faut avoir un peu d'ambition, quoi. Donc, je pense que l'un et l'autre vont. Ouais. Un mot pour définir Asgard Motors. Ambitieux. Ouais, non, c'est. En fait, le projet en soi, non mais très, 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 très sérieusement, en fait, vouloir s'industrialiser en France, quand tous les médias disent que l'industrie est en train de mourir en France. Faut en vouloir. Essayer de ramener des compétences alors que, on va pas se mentir, enfin, et encore une fois, je jette pas la pierre à ces gens-là, mais l'électrique a le vent en poupe, oui et non. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont assez réfractaires, et je les comprends, encore une fois. Je pense que la communication n'a pas forcément été toujours très bonne, et je ne dis pas que l'électrique est forcément l'énergie à appliquer à tout le monde. Il y a des cas d'usage qui s'y prêtent plus ou moins. Nous, on essaie de faire un outil qui s'adapte au maximum de cas d'usage pour que ça ne soit pas un sujet, l'autonomie, la capacité, la puissance, etc. Donc on essaie de faire un truc vraiment polyvalent pour que ce ne soit plus vraiment un sujet. Mais je peux comprendre que ce soit un peu compliqué de l'adopter. Enfin, c'est un mode d'utilisation qui est assez différent.
mais en réalité, le confort de vie qu'on a sur le quad électrique, je ne parle pas des autres parce que j'en sais rien, mais en tout cas sur le quad électrique, le fait de, en fin de journée, on se branche sur une prise domestique normale, il n'y a pas de borne de recharge ni quoi que ce soit. On se branche comme un téléphone et le lendemain matin, c'est plein et on peut repartir pour une journée de travail. C'est quand même pratique, quoi. Donc ta définition d'Asgard Motors, ambitieux. Ouais. Je suis pas allé chercher très loin. Si tu devais t'adresser à tes potentiels prospects en regardant cette caméra, où est-ce qu'ils peuvent trouver Asgard Motors sur les réseaux et sur Internet ? Alors, on est présent sur LinkedIn, Instagram. Il y a notre site internet, Asgard Motors, où vous trouverez l'essentiel des informations sur notre véhicule. Et puis surtout des nouveautés, parce qu'en fait, donc nous, notre distribution passera par des réseaux de distribution. C'est quelque chose qui nous paraît très important. D'une part, parce qu'il y aura un accompagnement du client. Donc, il y aura quelqu'un qui pourra vous accompagner, vous conseiller, et puis répondre à vos questions. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose de nouveau. On est un peu les premiers. Donc, il y a souvent beaucoup de questions sur l'utilisation, comment je fais pour le recharger, voilà. Donc, il y aura, c'est important pour nous qu'il y ait des points locaux où les personnes vont pouvoir aller dans le magasin, poser des questions, se renseigner. Et, qu'on le veuille ou non, il faut l'entretenir et éventuellement le réparer. Et donc c'est important aussi qu'il y ait des points qui ne soient pas trop loin de SAV. Voilà, d'entretien et de SAV pour qu'ils n'aient pas à parcourir 36 000 km. Un peu comme c'est le problème avec les Tesla, d'ailleurs, ils n'ont pas un réseau très étendu. Par rapport à ça. Et c'est compliqué, nous on ne voulait pas ça. Et donc on a décidé de passer exclusivement par des réseaux de distribution qui connaissent mieux leur environnement local. Donc ils vont mieux savoir s'adresser à leurs clients et surtout ils vont pouvoir apporter ce service-là qui pour nous paraît très important pour rassurer d'une part et puis surtout pour avoir le service le plus parfait, on va dire, possible. Tu rappelles le site internet ? Oui, c'est asgard-motors.fr. Et donc sur LinkedIn, Instagram, c'est tout. Oui, Facebook aussi. Ouais. Eh ben, merci beaucoup Xavier. Merci à toi.